Bonjour et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent sur la négociation de rémunération qui vous apprend à négocier vos salaires, négocier vos tarifs, obtenir une augmentation et globalement la rémunération que vous méritez. Je suis Insaf El Hassini, experte et coach en négociation de rémunération, mais également juriste, autrice, conférencière, youtubeuse, féministe militante pour l'égalité salariale et créatrice de ce podcast. Tous les premiers lundis du mois, je vous livre des conseils pratiques, concrets et précis pour négocier et obtenir un salaire ou des tarifs à votre juste valeur. Je reçois également une fois par mois des invités de tout horizon avec lesquels j'explore la relation que les femmes entretiennent avec l'argent et dessine des solutions pour vous décomplexer sur le sujet et vous donner des ailes pour oser en gagner plus. Je suis convaincue que la liberté économique des femmes annonce et précède leur liberté politique. Et si vous écoutez ce podcast, c'est tout sauf un hasard. Alors, en avant toutes mesdames et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Alors, ce que je dis aux entrepreneuses pour les aider au départ dans leur relation à l'argent, c'est tout simplement parlez-en. Parlez d'argent parce que le fait d'en parler débloque un certain nombre de choses et vous permet d'aller plus facilement en chercher. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Ma Juste Valeur. L'invitée d'aujourd'hui est une femme d'exception, une femme qui aide les femmes et plus particulièrement les femmes qui sont mères. Et je dois dire aussi l'une de mes plus belles rencontres de l'année 2023. J'ai nommé Émilie Friedli. Alors, Émilie est présidente de l'association Les Maisons Mères qui lutte contre les violences économiques dont les femmes sont victimes. Et aussi la fondatrice de l'agence Maisons Mères qui aide, elle, les entrepreneuses à générer des revenus. Avant de créer l'association et l'agence, Émilie a dirigé plusieurs entreprises, dont Creatis, le premier réseau français d'incubateurs dans la culture et les médias en France. Dans ce cadre, et pendant 7 ans, elle a accompagné avec ses équipes plus de 500 entrepreneurs. Elle y a aussi déployé Source, le premier programme consacré aux femmes, décidé à créer une société dans le domaine de la culture. Depuis ses débuts en 2020, ce programme a permis d'aider 150 porteuses de projets. Je dois vous dire aussi que pour la petite histoire, j'ai rencontré Émilie en novembre 2023 grâce à Rebecca Amselem, évidemment que je salue et que j'embrasse, qui m'avait conviée avec elle, Héloïse Boll et Marie-Éloi à partager le porte-parole du mouvement pour l'égalité salariale 6 novembre 11h25. Et depuis que j'ai rencontré Émilie, j'ai pris conscience de ma condition de femme, de mère qui évolue dans le business, dans l'entrepreneuriat et qui a une situation bien particulière. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette situation-là, les violences économiques que les mères subissent, pas seulement dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère professionnelle, comment y remédier et comment faire en sorte que les femmes mères participent à changer la donne de l'entrepreneuriat en France, de la manière dont on fait le business en France, que j'ai voulu inviter Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Insaf, merci pour l'invitation et merci pour l'introduction. J'en profite pour dire que tu fais également partie de mes très belles rencontres de l'année 2023. Et comme je te le disais tout à l'heure, avant qu'on enregistre ce podcast, je trouve que ton podcast est d'utilité publique et je suis ravie d'être invitée aujourd'hui. Bah écoute, moi c'était une évidence de t'inviter aujourd'hui, Émilie, puisqu'on est en train de se dire les choses. Bah, tu savais déjà que tu étais une de mes très belles rencontres en 2023, je te l'avais déjà dit. Et ce que j'aime particulièrement chez toi, c'est que tu as pris un véritable problème à bras-le-corps, un problème qui était un peu un angle mort, je trouve, des sujets féministes jusqu'ici, parce que jusqu'ici, finalement, l'angle de la mère n'était vu que par rapport à la liberté qu'elle a de disposer de son corps. On l'avait pas encore vu dans tous ces détails-là d'un point de vue économique. Et pour moi, tu fais aussi un travail d'utilité publique, donc je suis ravie que tu sois là aujourd'hui. On va parler effectivement des projets que je mène, mais c'est vrai que mon but aujourd'hui, c'est d'accompagner des entrepreneuses, mais aussi de placer ce sujet, la question des mères, dans le débat public. Émilie, alors moi je te connais bien, même si c'est pas depuis très longtemps, mais je te connais assez bien. Et je sais ce qui t'a mené à t'emparer de ce sujet-là des mères. Mais mes auditeurs et mes auditrices peut-être ne te connaissent pas encore et vont te découvrir avec cet épisode. Du coup, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots à toi et nous dire pourquoi et comment t'en es venue à t'intéresser à ce sujet-là? Donc, je vais t'expliquer pourquoi je me suis intéressée à ce sujet et pourquoi j'ai développé ce programme mère. D'abord parce que je suis devenue mère moi-même 2 fois. J'ai 2 enfants, une enfant qui a 3 ans et une autre qui a 7 ans. Et le fait de devenir mère m'a fait prendre conscience
du coût aujourd'hui de la maternité pour les femmes. Et en creusant un peu le sujet, je me suis rendu compte que c'était pas juste moi, que ce coût-là, j'étais pas seule à le vivre et à le comprendre. Et je me suis rendu compte que pour 84% des femmes aujourd'hui en France, la maternité est un frein à leur carrière. Et j'ai constaté tout autour de moi une vague de départ de femmes qui quittent un salariat devenu toxique dans des entreprises qui sont plus du tout adaptées à leur nouveau statut de mère. Et ces femmes décident, pour certaines, de créer leur propre monde du travail. Et là, nouveau constat terrible, c'est que la grande majorité de ces femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat n'arrivent pas à en vivre, n'arrivent pas à se rémunérer. On a un chiffre issu d'une étude de Bouge ta boîte qui nous dit que aujourd'hui, la grande majorité des femmes, c'est 67% des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, ne se rémunèrent pas correctement et gagnent moins de 1 500 € par mois. Donc aujourd'hui, on peut parler d'entrepreneuriat survie. Et ce que moi, je suis venue faire là avec ce projet et ce programme mère, eh ben, c'est venir lutter contre cet entrepreneuriat survie en faisant deux choses. D'abord, en proposant aux entrepreneurs de les accompagner. Et puis aussi, bah, tout simplement, en posant ce sujet, la question des mères entrepreneuses dans le débat public. Et plus largement, la question de la maternité et de la parentalité dans le monde du travail. C'est hyper intéressant ce que tu as fait et encore une fois, merci Émilie, hein, parce que je pense que c'était vraiment d'utilité publique parce que jusqu'ici, comme je le disais tout à l'heure, c'était un véritable angle mort. C'est-à-dire que on avait conscience, en tout cas, il a été posé dans le débat public la difficulté d'être mère et salarié, en quoi les entreprises devaient transformer leurs us et coutumes, leurs usages, leur environnement de travail, etc. Comment faire aussi pour travailler sur les environnements de travail, pour s'assurer que voilà, ils sont plutôt favorables aux salariés qui se trouvent être mères ou plus largement d'ailleurs aux parents. Et c'est comme ça qu'on a vu le développement de nouvelles manières de travailler, notamment de ne pas mettre de réunion à 8 heures du matin, d'accord, ni 8h15. Et Exactement. voilà. Essayer d'éviter les réunions après 18h30 ou même 18h parce que voilà, il y a forcément un être humain qui a la charge d'autres petits êtres humains et qui doit aller les charger. Donc, on observe vraiment que depuis, je dirais, une dizaine, une quinzaine d'années, il y a vraiment des choses qui ont évolué dans le monde de l'entreprise. En revanche, et c'est là où pour moi, ce que tu fais aujourd'hui, toi, c'est vraiment, encore une fois, je leur dis, mais je le pense vraiment d'utilité publique, c'est que jusqu'ici, pour toutes les femmes qui se trouvaient être mères, qui ne trouvaient plus leur compte dans le monde de l'entreprise, on leur présentait l'entrepreneuriat comme un Eldorado. Et elles arrivaient dans cet Eldorado pleines de confiance, pleines de ressources, certaines que voilà, elles allaient pouvoir enfin trouver un mode de fonctionnement qui leur permette de faire carrière, de gagner leur vie et en même temps d'élever leurs enfants. Et elles se mangent un mur énorme. C'est exactement ça. Ce que tu racontes, c'est l'histoire de milliers de femmes qui se disent, je veux une boîte pour avoir plus de liberté, plus de flexibilité, et qui finalement se retrouvent à se mettre totalement au service de leur business avec plus d'heures de travail, moins de flexibilité, plus de difficultés. C'est l'histoire d'une grande majorité d'entrepreneuses qui se lancent aujourd'hui. Des femmes qui deviennent mères et qui deviennent entrepreneuses avant ou après être devenues mères. Comme tu disais, c'est l'histoire de ma vie, de ta vie, de la vie de plusieurs femmes, mères et entrepreneuses. Je m'aperçois que, et là je m'appuie aussi sur mon expérience personnelle, hein, parce que j'ai aussi deux enfants, et moi je suis vraiment clairement passée de la workaholic affichée, acceptée, à la slowpreneuse qui essaye de faire cette transition-là. Quand j'ai eu mon premier enfant, j'étais convaincue que finalement, il n'y avait rien qui avait changé et que finalement, il allait très bien, ce rôle-là de mère allait très bien, allait trouver sa place dans mon agenda et qu'au final, il faudrait juste que j'aménage les plages horaires. Et en fait, j'ai traité mon enfant comme une tâche à accomplir parmi tant d'autres. Et pas forcément mon enfant, mais tu vois, mon rôle de mère. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, et ben clairement, j'étais encore enceinte quand je l'ai fait. Il devait y avoir des hormones de grossesse, tu sais, le truc, tu t'attaches au passé, tu veux pas, voilà, tu as peur un peu de l'avenir et que tu veux pas accepter, tu résistes, tu sais, au changement. Et puis, une fois que mon fils est arrivé, je me suis rendu compte que j'adorais le business, j'adorais le travail, que j'adorais ce que je faisais, mais qu'en fait, il y avait un autre truc qui venait d'arriver, que j'adorais, et qui, en plus de l'aimer, j'avais besoin de le faire parce que il n'était pas de question de développement ou de chiffre d'affaires ici, mais il était de question de la vie d'un humain, c'était d'être mère. Être face à cette espèce d'équation qui n'était pas du tout solvable m'a mis dans un profond désarroi
où je me suis dit, je vais quand même continuer à faire comme je faisais et je m'en fous, j'ai suffisamment de force, j'ai suffisamment d'énergie et j'ai suffisamment de détermination pour faire en sorte que c'est les circonstances qui vont changer et pas moi, ma manière de faire. Et en faisant ça, je me suis épuisée. Et en plus de m'épuiser, je me suis rendue hyper vulnérable à tout plein de choses, notamment aux escrocs. On y reviendra si tu veux. Notamment aux escrocs. Notamment aux escrocs, parce que en fait, comme j'avais plus du tout suffisamment de bande, je dormais pas suffisamment, j'avais plus Hmm. d'énergie, j'avais pas suffisamment de bande passante pour tout filtrer dans mon cerveau, des trous qui apparaissent. Et en fait, enfin, quand je dis des trous, tu as des trous dans la raquette, quoi. Et Ouais, ouais. finalement, tu te rends compte que, tu vois, et ça, les mères le disent souvent quand tu deviens mère, en fait, ta liste de priorités est tellement, ta charge mentale est tellement décuplée qu'en fait, ton cerveau, il priorise à ta place, si tu veux. Et il y a des choses dans lesquelles tu as un trou dans la raquette, type, tu oublies ta liste de courses, tu oublies de payer les impôts, tu oublies ci, tu oublies ça, ou comme moi, tu payes 8 fois la même facture et personne ne te dit, meuf, ça fait 8 fois que tu viens de payer la même facture. Mais non, mais je vois. Mais ça, effectivement, ça rend plus vulnérable. Mais tu vois, il y a beaucoup de salariés qui t'écoutent aussi. Et je pense que c'est finalement ce que tu racontes là, on vit la même chose quand on est salarié. C'est-à-dire qu'en fait, parce que la société nous dit reprends ton travail, fais comme d'habitude, il s'est rien passé et que la parentalité n'est pas du tout intégrée dans le monde de l'entreprise, tu as le sentiment qu'en fait, ta vie va pas changer après l'arrivée de l'enfant. Sauf que la réalité, c'est que ça change radicalement. Ça, c'est extrêmement violent. Et moi, j'ai un peu fait comme toi, sauf que j'étais pas entrepreneuse à l'époque, tu vois. J'étais salariée. Et après l'arrivée de ma première fille, je me suis dit, je vais faire comme avant. Et effectivement, je vais traiter mon enfant comme comme un projet. Bon, bah, sauf que, tu vois, le mur, je me le suis pris au bout d'un an. Parce que là, effectivement, c'était le système que j'avais mis en place, n'était pas gérable. Je ne pouvais pas continuer comme avant. Puisque tu me posais la question de savoir comment et pourquoi j'ai créé ce programme mère, si tu veux, je me suis pris un gros mur après l'arrivée de ma première fille. Et puis après l'arrivée de la deuxième, j'ai dit, j'arrête les frais. Cette fois, je crée mon monde du travail et je vais pas faire comme si j'avais pas d'enfants. Je vais les intégrer et je vais les prendre en compte, mais je vais m'organiser de manière à ne plus me mettre uniquement au service de mon business, au service de ma famille et au service de mes enfants, mais je vais inverser un peu les choses. Et tout à l'heure, tu me disais, bon, c'est le choc et c'est le mur pour pas mal de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai, mais c'est vrai pourquoi? C'est vrai parce que très souvent, un homme qui se lance, tu vois, on lui donne du temps et on lui donne de l'argent. Et bien très souvent, une femme qui se lance, on estime qu'elle a plus de temps pour s'occuper d'un certain nombre de tâches, et notamment les tâches domestiques et familiales. Or, on sait que les femmes gèrent déjà trois quarts des tâches domestiques et familiales. Quand tu entreprends et que tu as plus de temps, naturellement, en fait, c'est ce qui se passe. Et moi, c'est la majorité des entrepreneuses que j'accompagne, c'est ce que je vois. C'est-à-dire que bah, c'est des femmes qui finalement deviennent encore plus la variable d'ajustement. Donc là où tu allais chercher de la flexibilité et de la liberté, ah oui, la flexibilité, d'accord, mais à quel prix? Ben, le prix, c'est ton business et c'est le développement de ton entreprise. Je suis complètement d'accord avec toi, Émilie, et je suis d'autant plus d'accord avec toi qu'en fait, j'aimerais aussi qu'on parle d'un mouvement qui a eu lieu. Voilà, il y a une vague sur la tendance des mumpreneurs. Et en fait, partout, tu voyais, voilà, éclore des femmes qui s'affichaient comme mumpreneurs, c'est-à-dire maman en anglais, preneur, entrepreneur. C'est la contraction de maman et entrepreneur. Et donc, il y a eu cette grande vague-là des fameuses mêmes entrepreneurs. Et puis d'un coup, encore une fois, un peu comme toute bulle, hein, à chaque moment, elle éclate. Et là, la réalité a jailli, je dirais. Et en fait, tu t'es rendu compte que toutes ces mamans entrepreneurs, toutes ces mêmes entrepreneurs, finalement, c'était la variable d'ajustement. Que les deux, trois rôles modèles affichés, qui avaient pour rôle aussi d'ouvrir la voie à d'autres femmes et leur dire, regardez, moi, j'y arrive bien, donc vous aussi, vous devez y arriver. Bah, finalement, en fait, elles avaient des ressources que les autres femmes lambda n'avaient pas, soit le fait bah, qu'elles n'étaient pas la principale source de revenus de leur foyer. Donc, elles avaient concrètement un mari ou un père sur qui compter en termes de revenus. Donc, finalement, qu'elles génèrent du chiffre d'affaires ou pas, c'était pas dramatique. Qu'elles avaient des contacts, des appuis, etc. En tout cas, qu'elles avaient tout un système de soutien et de support qui leur apportait et le temps et le financement pour développer leur business. Et ça, en fait, on l'a découvert après coup et on l'a découvert aussi parce que je pense qu'il y a eu de plus en plus de femmes qui ont pris la parole sur cet aspect, et c'est là où je veux en venir avec ma question, sur cet aspect entrepreneur en mode survie. Et effectivement, on s'aperçoit, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as cité une étude qui est très intéressante de Bouge ta boîte, qui a mis en lumière le fait qu'il y avait plus de 60% d'entrepreneurs
qui étaient en dessous de la barre des 1 500 € par mois. Et donc, elles étaient en mode survie. Et donc, elles ne travaillaient pas pour vivre, elles travaillaient pour survivre. Et donc, concrètement, cette image de l'entrepreneur, genre j'ai ma boîte, tout va bien, parce qu'avoir sa boîte, c'est un peu être les nouveaux grands propriétaires terriens d'avant, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un statut social qui est quand même ultra favorisé dans notre contrat social à tous. Tu te rends compte que ces femmes-là, en fait, c'est des travailleuses, sont devenues des travailleuses précaires. Ce qui m'amène à dire que tout ça, finalement, et tout cet engouement vers l'entrepreneuriat féminin et vers le fait de dire, allez-y, mesdames, le salariat, ça vous plaît pas, allez, créez vos emplois, créez votre entreprise, créez votre monde du travail, n'a fait en sorte que de développer et croître une espèce de bombe sociale qui nous pend au nez, en fait. Mais complètement. Mais je rebondis en te disant, d'ailleurs, j'ai créé une agence, tu vois, pour accompagner les femmes entrepreneurs. J'ai développé ce programme-mère pour les mères entrepreneuses. Pour autant, je ne dis pas que c'est la solution. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il faut des politiques publiques ambitieuses. En fait, il y a pas de, c'est pas normal qu'autant de femmes quittent aujourd'hui le salariat pour lancer leur boîte. Ça doit pas être ça la solution. La solution, c'est des politiques publiques ambitieuses et ça commence par un congé paternité aligné sur le congé maternité. Et comme le font certains pays nordiques. Ça, on voit, on le sait, il y a des résultats. Et ben, c'est la voie. C'est pour ça que je disais, oui, je suis là pour accompagner des entrepreneuses, mais je trouve aussi intéressant qu'on pose ce sujet dans le débat public. Parce que tu as raison, c'est une bombe sociale et on n'en a pas parlé pendant des années. On commence à en parler. Voilà, parce que quelques articles récemment sont sortis, notamment dans Le Monde, et parlent de la précarité de ces femmes entrepreneuses, mais il faut s'intéresser aux causes. Voilà. Et une des solutions, c'est des politiques publiques ambitieuses. L'autre solution, c'est aussi que dans les médias, on nous offre d'autres rôles modèles. Et tout à l'heure, quand tu mentionnes les quelques entrepreneuses dont on parle et qu'on érige en rôle modèle, je crois que les femmes ont aussi besoin d'autres rôles modèles. Et c'est ce qui est en fait remonté des témoignages que j'ai eus ces dernières semaines autour du programme Mère. C'est merci de parler de ce sujet. Merci d'aborder d'autres manières d'entreprendre. C'est intéressant d'avoir d'autres modèles. Tu parlais de la mampreneur. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat féminin, tu vas avoir gros deux extrêmes. On te présente d'un côté, effectivement, la mampreneur de manière un peu caricaturale, qui va envoyer des mails entre deux biberons. Et puis, de l'autre côté, on va avoir la girl boss, qui là ne mentionne pas, ne parle pas de la maternité. C'est un non-sujet, en fait, c'est un tabou. Et entre les deux, on a un no man's land. Et or, entre les deux, il y a des milliers de femmes qui entreprennent sans pour autant aller lever des fonds, sans pour autant développer des startups dans la tech. Et en fait, ce serait intéressant de raconter davantage ces autres manières d'entreprendre. Et c'est justement ces autres manières d'entreprendre, hein, tout ce no man's land entre les deux extrêmes, en tout cas les deux extrémités que tu nous as citées, Émilie, à laquelle toi tu t'adresses. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce que tu fais et tu proposes, c'est que tu t'adresses en fait à la femme normale, j'ai envie de dire. Parce que comme on a parlé des rôles modèles tout à l'heure, et moi ça m'agace un petit peu les rôles modèles qui nous sont présentés, parce que en fait, j'ai le sentiment qu'on pioche au hasard une ou deux femmes dont on va marketer la vie d'une certaine manière, qui finalement va plus ressembler à un produit marketing ou à un produit de propagande qu'à à une réalité qui ressemble à d'autres mères et qui n'a pour effet que de générer des complexes aux autres femmes. Tu vois, c'est la fameuse nana qui a 22 ans, qui a tout vécu, qui a tout accompli, qui est Forbes Under 30, qui a levé des milliards et qui en plus vient de pondre 3 enfants et qui fait du taille 34 et qui a un mari évidemment formidable, beau et riche. Et en fait, on sait que c'est pas vrai. Tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, c'est du flafla et c'est un nuage de fumée. Et toi, en fait, t'arrives et tu dis, bon, ok les gars. Donc, on a les rôles modèles que le patriarcat vous présente à travers ces outils de propagande et on a la réalité. Et la réalité, elle est celle-ci. C'est des nanas comme vous, comme moi, qui ont des entreprises qui ont plusieurs stades de développement, plusieurs ambitions. Et moi, mon objectif, c'est de t'aider soit à lever des milliards si tu as envie, mais aussi soit à te sortir un salaire correct pour pouvoir acheter des Danonino à ton fils. Et c'est ça que j'aime bien. C'est exactement ça. C'est intéressant ce résumé. J'aime bien l'exemple. Il faut arrêter de se comparer à des gens avec lesquels on ne peut pas se comparer, juste parce qu'on n'a pas les mêmes aides, parce qu'on n'a pas les mêmes ressources. C'est le fameux
Non, you can't have it all. Je suis désolée. Ça, ça culpabilise et ça pourrit la vie de nombreuses femmes. Donc, il faut faire attention à ça. On a toutes des contraintes, des histoires qui font qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Ce qui est important, c'est d'en avoir conscience. Et ce qu'il faut, c'est se dire, il n'y a pas une manière d'entreprendre. Il y en a plein. Et je reviens à tout à l'heure, on parlait de la start-up versus la memepreneur. En fait, il y a plein de manières d'entreprendre. Tu peux décider d'être freelance, tu peux décider d'être solopreneuse, donc de diversifier tes revenus. Tu peux décider d'ambitionner, de créer une TPE ou une PME. Tu peux décider de t'associer ou de ne pas t'associer. Tu peux grandir un peu comme une PME sans forcément recruter des salariés, mais en travaillant avec des freelances. Et moi, souvent, ce que j'entends, c'est: ah ouais, ça, je peux faire. Mais oui, tu peux faire. Ah oui, je peux entreprendre en créant une association. Ben oui, tu peux aussi. Et en fait, se dire qu'il y a plein de manières d'entreprendre et qu'elles se valent toutes. Il n'y a pas de sujet. Tu n'es pas obligé, encore une fois, de créer une start-up et de lever des fonds pour y arriver. Et je prends cet exemple alors que je pense franchement que c'est de moins en moins cool hein, de créer une start-up. Ça commence à passer de mode. Mais si tu veux, dans l'esprit de nombreuses femmes, c'est, voilà, il y a un statut, un modèle dans lequel il faudrait qu'on rentre pour entreprendre correctement. Non, en fait. Et partir de tes envies à toi, de tes contraintes à toi, de tes besoins à toi, c'est la meilleure manière de créer le business qui va te ressembler et qui va te faire du bien. Émilie, là, on a parlé des rôles modèles, on a parlé un peu de l'image ou de ce que on peut créer quelque chose, en tout cas, créer un business qui nous ressemble et qui a notre image. J'aimerais parler aussi de quelque chose qui est ta spécialité, c'est aider les entrepreneuses à générer des revenus. Parlons-en. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais, Insaf, il faut qu'on parle d'argent, parlons-en, c'est important de parler d'argent. Euh, Moi, quand je discute avec des femmes qui sont entrepreneurs, en tout cas la majorité des femmes avec lesquelles je discute ou qui sont mes clientes, leur principal problème, c'est d'assumer d'avoir envie d'être payées. Et en fait, la plupart d'entre elles me disent, Insaf, je croule sous des demandes de collaboration ou des demandes ou des sollicitations de travail gratuit. Mais je n'arrive pas à transformer ces sollicitations de travail gratuit en travail payant. Et à chaque fois, les gens me disent, mais tu dois être super contente, ça cartonne ce que tu fais, c'est génial, tu as énormément de visibilité, formidable. Et en fait, elles me disent, mais ils savent dans les coulisses, j'ai de la visibilité, mais j'arrive pas à transformer cette visibilité en monnaie, tu vois. Et donc, moi, je les accompagne sur ce sujet-là, mais ça, c'est une autre thématique. J'observe dans ma pratique que la principale problématique des femmes, c'est de faire de l'argent, d'apprendre à générer des revenus. Et c'est là où toi, tu accompagnes les femmes dans ton programme mère, à travers ton agence d'ailleurs, mais à travers aussi l'association. Ma question, en fait, elle est celle-ci, Émilie. Toi, dans ta pratique, qu'est-ce que tu as observé comme étant les principaux freins au fait que les femmes n'arrivent pas à générer de revenus? Est-ce que c'est des freins intrinsèques ou c'est les freins que leur met la société? Tu as plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, j'ai créé des offres et j'arrive pas à générer de revenus. Très souvent, on vient me dire: ouais, je sais pas, j'arrive pas à communiquer correctement, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Et là, souvent, la solution, c'est de revoir un peu ce qu'on appelle les fondations, les fondamentaux. Bien souvent, le problème n'est pas un problème d'offre ou de communication. Le problème, c'est: est-ce que tu connais ta cible? Est-ce que tu sais exactement à qui tu parles? Est-ce que tu es en train de résoudre un problème ou alors un problème que tu t'es inventé? Et est-ce qu'il y a une promesse? Est-ce que tu as réellement une proposition de valeur? Si oui, quelle est-elle? Donc ça, c'est commun aux femmes, aux hommes, d'accord? Mais c'est un sujet qui revient systématiquement. Et c'est important que ces sujets-là soient maîtrisés et soient travaillés, sinon derrière, tu ne peux pas te transformer. Euh, Deuxième point, effectivement, qui est une particularité des femmes entrepreneurs, c'est d'avoir du mal à parler prix, parler tarifs et vendre. C'est-à-dire, c'est ce que tu disais tout à l'heure. J'ai de la demande, j'ai des prospects, je ne convertis pas. Alors attention, je reviens à mon premier point, je fais quand même une petite aparté. Je te disais tout à l'heure, être certain qu'on a réellement une cible, une proposition de valeur et qu'on répond à un problème. Parfois, tu peux avoir beaucoup de demandes. Simplement, c'est des gens qui sont pas prêts à payer. Donc en fait, il faut revoir la cible,
retravailler le problème et retravailler la proposition de valeur. Donc, on peut avoir le sentiment qu'en fait, il y a de la demande, il y a des gens qui frappent à la porte. Bah, simplement, c'est peut-être tout simplement pas la bonne cible parce que ces gens-là, malheureusement, ne sont pas en mesure de payer ton service. Ensuite, tu as effectivement des femmes, bon voilà, qui disent, «Ma proposition de valeur est claire, je réponds à un besoin identifié, je connais ma cible par cœur, j'arrive pas à transformer, j'arrive pas à vendre». Bah, effectivement, tu as plein de femmes qui développent des projets impact, qui développent des projets aussi après une blessure, voilà, et qui ont envie de donner et qui vont avoir du mal tout simplement, à monétiser leur service. Là, on peut travailler sur: «OK, tu as envie de donner, c'est super, et ben, il y a des moments pour ça». Il y a des temps pour ça. Tu peux proposer sur ton site 3 sessions gratuites tous les mois. Tu es pas obligé de donner à tous tes clients et là, on peut voilà et c'est une manière de résoudre ça. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai l'agence, Maison Mère qui me permet d'accompagner des entrepreneurs et de vendre des services qui sont de l'accompagnement individuel et demain, à partir de septembre, des programmes collectifs. Mais comme j'avais cette envie de pouvoir offrir des dispositifs d'accompagnement à celles qui en ont le plus besoin, eh ben, j'ai développé en parallèle une association et je vais chercher des financeurs, des sponsors. Sur le programme mère, bah, les financeurs, c'est le ministère chargé de l'égalité femmes-hommes, c'est la banque Shine qui m'aide à financer le programme. Je suis en train d'en faire financer d'autres et ça me permet de développer des actions au sein desquelles je vais donner de mon énergie, je vais donner de mon temps. Donc, ça peut être une manière de résoudre le problème. Voilà, trouve des moyens de donner ton temps. Et pour le reste, bah là, il va falloir analyser le marché, analyser, et comprendre la valeur que tu donnes à ton client et on va facturer. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que quand tu es coaché et quand tu es accompagné, bah, ça va tout de suite mieux. Donc un des conseils que je donne aux femmes qui ont du mal à monétiser, c'est aussi de se faire accompagner parce que, bah, cette difficulté, on peut rapidement la transformer en jeu. Absolument, et moi j'adore la manière dont tu termines en disant cette difficulté, on peut rapidement et facilement en tout cas la transformer en jeu. Moi, c'est un peu mon credo, quoi. Pour moi, l'argent, c'est juste un jeu. Il y en a qui jouent à Fortnite, moi je joue au game de l'argent, tu vois, et je vois jusqu'où est-ce que je peux aller. Et du coup, en fait, ça permet de dédramatiser ce sujet-là. Mais la véritable question aussi, et c'est là où j'ai envie de t'emmener pour ma prochaine question, c'est que je m'aperçois aussi de manière très réaliste que si moi j'arrive à dédramatiser tout ça et à pas générer de l'anxiété financière, c'est parce que derrière, je sais qu'il y a de l'argent qui va tomber tous les mois pour payer mon loyer, mon prêt et les fameux Danonino à mon fils, tu vois. Et je m'aperçois aussi dans les clientes que j'accompagne qu'il y en a plein qui sont la principale source de revenus de leur foyer, qui se trouve en plus être monoparental et qui se trouve être en plus un foyer compliqué. Quand je dis compliqué, c'est parce que en plus d'avoir à gérer toute seule la source de revenus, tu dois gérer un ex qui verse pas la pension alimentaire à temps ou qui la fasse une fois tous les 38 du mois, et en plus devoir gérer la belle famille, ta famille. Très souvent, les femmes autour de la quarantaine, elles se trouvent à gérer leurs ascendants, leurs descendants, les latéraux. Enfin, tu vois, et tout ça, en fait, participe au fait que l'argent devient primordial et vraiment la pierre angulaire de comment tu vas mener ta vie parce qu'il détermine énormément de choses. Du coup, comment faire, toi, enfin, en tout cas, quels seraient tes conseils pour faire en sorte d'apporter un peu plus de fun dans tout ça et sortir un peu de cette anxiété financière-là, quand finalement, vraiment, l'argent est la pierre angulaire de tout ce que tu vas faire. Que ça passe par acheter les Danonino de ton fils ou de payer un train pour aller t'occuper de ta mère à l'autre bout de la France. Et pourquoi je te pose cette question-là? Parce que je me fais ma propre autocritique. C'est vrai que très Ouais. souvent, je dis à mes clientes ou même dans mes podcasts ou dans mes prises de parole, les meufs, s'il vous plaît, apportez plus de fun, c'est que de l'argent, etc. Et c'est vrai que des fois, je m'aperçois que pour moi, c'est fun parce qu'en fait, moi, je ne me pose pas de questions à la fin du mois parce que j'ai une source de revenus qui est régulière. Quand tu es Ouais. entrepreneur, tu n'as pas, par définition, de source de revenus qui est régulière. Tu peux avoir un premier trimestre du feu de Dieu et un deuxième trimestre qui soit pire que la sécheresse au Sahara. Et du coup, en fait, ça implique de renforcer son état d'esprit, renforcer sa capacité de résilience et aussi ne pas céder aux sirènes de l'anxiété financière. Parce que quand ta vie dépend de ta source de revenus, bah, c'est dur de faire de ça juste un jeu, quoi. Parce que quand ton fils il pète la dalle à la fin du mois, ou quand toi tu es obligé entre manger toi ou donner à manger à tes enfants, bah, en fait c'est tout sauf fun et c'est tout sauf un jeu.
Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de mères qui sont dans cette configuration-là. Travailler sur cette anxiété, pour moi, il y a plusieurs manières de le faire. Euh, D'abord, et c'est intéressant parce que je peux reprendre les trois grands piliers de Maison Mère, tu vois. D'abord, l'argent. Travailler sur sa relation à l'argent. C'est-à-dire que si l'argent, c'est un sujet tabou, si j'ai pas envie d'en parler, si j'arrive pas à me projeter financièrement, ça va être un problème. Déjà, se projeter financièrement et capable de produire des tableaux où je me projette à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, ça peut sembler laborieux sur le moment, mais ça fait un bien fou. Parce que là, tu vas pouvoir te projeter en disant, bon, et si là, ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe? Et si là, ça se passe bien, qu'est-ce qui se passe? Formuler des hypothèses. Il y a trop peu d'entrepreneuses qui sont accompagnées par des coachs ou des spécialistes sur les sujets administratifs et financiers. Alors moi, ça fait partie de mon accompagnement, mais moi-même, je me fais accompagner sur ce sujet-là. Parce que moi, j'ai tendance à faire très souvent les choses au doigt mouillé. Je prends quelqu'un sur ces sujets-là parce que je sais que moi-même, je pourrais repousser. Alors qu'en fait, c'est nécessaire de se projeter et si on a du mal à le faire seul, de se faire accompagner. La grande majorité des entrepreneuses que j'accompagne ne le font pas. Tes prévisions financières. Et ça va être les prévisions financières de ta boîte, mais ça peut être tes prévisions financières à toi. Combien je compte me rémunérer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Ça déjà, tu vois, souvent on dit que l'entrepreneuriat, c'est un grand saut dans le vide. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je veux dire, quand tu crées une start-up et que tu as un modèle hyper innovant et que tu cherches ton business model, OK, on peut partir du principe que c'est le gros saut dans le vide. Quand tu vends de la prestation de service, tu vas pouvoir te projeter en fonction de tes premiers résultats sur ce que tu pourrais faire et envisager des solutions en cas de problème. Ensuite, il y a aussi un sujet qui peut être, quand je démarre et que j'ai pas beaucoup d'argent, ben, la question des financements. Comment est-ce que je vais chercher de l'argent? Alors, ça peut être une levée de fonds, ça peut être de l'argent autour de soi, ça peut être un emprunt. Ça peut être sur certains sujets ou secteurs des financements publics, mais en fait, les financements, ça peut faire du bien au moment où on se lance. C'est un risque, mais en fait, ça peut permettre, dans les premiers mois, de se sentir un petit peu moins oppressé. Ensuite, évidemment, c'est là, j'arrive à mon deuxième bloc, c'est la question de la vente. Si tu veux, à un moment donné, pour être moins pressurisé tous les mois, bah, il faut se poser la question de comment est-ce que je vends plus, comment j'attire plus de clients. Et on revient à cette question des fondamentaux dont je parlais tout à l'heure. Si tu as la bonne cible, celle qui a le problème que tu viens résoudre et qui a les moyens de te payer, bah, tu vas la transformer plus rapidement. Parce que moi, la problématique que je rencontre bien souvent, c'est j'ai une offre, j'ai un super produit, mais en face, j'ai des gens qui n'ont pas envie de payer. Ou alors, j'ai un marché qui n'est pas suffisamment mature et qui n'a pas conscience de son problème. Bah ouais, là, on va avoir un problème. Parce qu'en fait, on va sortir les rames. Et moi, ça, je ne sais pas faire. Évangéliser un marché, je ne sais pas. Vendre à des gens qui n'ont pas de problème, je ne sais pas non plus. Et vendre un produit à des gens qui ignorent qu'ils ont un problème, je ne sais pas non plus. Et donc, en fait, pour moi, si tu veux, sortir de cette anxiété, c'est aussi être certain qu'on a un go-to-market, qu'on sait exactement à qui on s'adresse, comment on s'adresse et qu'on lui vend le bon produit. C'est un vrai sujet. Après, on pourra en parler. Il y a ensuite, une fois qu'on a parlé de tout ça, bah, il y a le volet organisation. Et c'est comment je m'organise pour faire baisser mon anxiété. J'adore ta réponse, Émilie, parce qu'elle est très rationnelle. Et les gens qui me suivent, qui me connaissent un peu, ils savent que moi, le factuel et le rationnel, c'est un peu mes deux piliers de vie, entre guillemets. Pourquoi j'aime ça d'autant plus? C'est parce que c'est vrai que les femmes, nous, on a tendance à être dans l'instinct et dans l'intuition. Et quand tu me dis que toi, tu as très souvent tendance à faire les choses au doigt mouillé, team doigt mouillé, là aussi, tu vois. Genre, moi, je suis convaincue que Dieu me parle, tu vois. Et donc, des fois, je suis là, j'ai l'instinct et j'avance avec mon instinct et je me dis, mon instinct business ne me ment pas, je sais que je vais faire ci, que je vais faire ça. Alors, très souvent, c'est vrai que j'ai un très bon instinct, comme la plupart des femmes d'ailleurs, et j'ai raison. Mais voilà, tempérer tout ça avec de la rationalité, avec des process, une organisation et des bases solides qui permettent, voilà, de supporter notre développement, ça nous permet de moins nous fatiguer, de moins nous épuiser et aussi d'aller là où on a envie d'aller. Et c'est hyper important. Tu parles, effectivement, on parle d'instinct et de fonctionner à l'instinct. Moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que pour le business, il ne faut pas fonctionner à l'instinct. Justement, il faut être capable de mesurer.
Il faut être capable d'anticiper, il faut être capable de se projeter. Tu vois, on disait tout à l'heure, bah oui, se projeter, bah, ça veut dire aussi être capable de mesurer un certain nombre de choses, donc récolter de la data, mesurer les premières actions, mesurer le nombre de clients que tu vas pouvoir aller chercher, par exemple, avec tel ou tel canal d'acquisition. Ça va te permettre de faire des prévisions et de te projeter. En revanche, avec les gens, là, je conseille de fonctionner à l'instinct. Parce que quand tu sens pas un client dans les 5 minutes, voilà, il y a des chances pour que ça se passe pas bien. Pareil pour un partenaire, pareil pour un prestataire. Ça, moi, ma petite expérience d'entrepreneuse et de chef d'entreprise me dit aujourd'hui que l'instinct avec les gens, ça marche. Et ça, c'est un bon moyen de réduire l'anxiété. C'est-à-dire de poser le cadre dont tu as besoin avec les gens et de décider le type de prestat ou le type de personne avec lequel tu as envie de travailler. Ça m'arrive très souvent de dire à une entrepreneuse, bah écoute, dresse le profil type de ton client idéal et dresse aussi le profil du client ou du partenaire avec lequel tu ne dois plus bosser. Ça, c'est sous-estimé comme technique et ça fait radicalement baisser le niveau d'anxiété, je t'assure. C'est une très bonne technique, très très bonne technique et franchement, je valide à 400%. Et j'en profite aussi pour dire aux femmes qui nous écoutent, c'est pas grave de faire des mauvaises rencontres. Les mauvaises rencontres sont là pour nous apprendre des leçons. Et en général, quand on fait des mauvaises rencontres, que ce soit dans des partenaires ou bien des clients, bah, ça nous permet aussi d'affiner ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et donc, dédramatiser tout ça, ça permet aussi de se déculpabiliser et de nous permettre ben, de continuer plutôt que de nous freiner ou de nous stopper carrément. Donc voilà, mesdames, si vous m'écoutez, Émilie et moi, on est d'accord pour dire que c'est pas grave les mauvaises rencontres. Exactement. Non, mais on en fait plein. Et même quand on pose son cadre, en fait, il nous arrive d'en faire de nouvelles. Et quand ça se passe mal, parce que c'est ça le quotidien d'un entrepreneur, c'est gérer des choses qui se passent bien, puis d'autres qui se passent mal, c'est, t'as raison, d'en tirer les leçons en se disant, OK, qu'est-ce qui a merdé là? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné? Et comment est-ce que... J'en profite parce qu'on parle de cadre. Et tu as aussi un moyen très intéressant pour les entrepreneuses de faire baisser le niveau d'anxiété, c'est de mesurer le temps qu'on passe avec les clients, d'être certain du cadre qu'on pose avec eux. Parce que tu as aussi énormément de clientes qui sortent du cadre, qui te vendent une mission à 2 jours et qui vont en passer 7 ou 14. Ou voilà. Et ça, ce que je conseille, c'est vraiment de prendre les semaines passées, de voir un peu ce que vous avez vendu et d'être capable d'analyser les données que vous en retirez. C'est hyper important. Souvent, on ne se rend pas compte du temps qu'on passe sur certaines missions ou avec certains clients. Et donc ça peut générer de l'anxiété parce que derrière, on a moins de temps de prospection, moins de temps pour produire. Pensez à ça. Mesurez vos actions, mesurez le temps que vous passez dans la production de vos missions et vérifiez si effectivement ça colle avec vos prévisions. Émilie, j'aimerais aborder un autre sujet avec toi et je veux rebondir sur une citation que tu as faite il n'y a pas très longtemps dans un post LinkedIn que j'ai absolument adoré. Tu as dit cette phrase que j'ai trouvée parfaite parce qu'elle m'a vraiment parlé. Il faut un village pour élever un enfant, il faut un village pour élever un business aussi. Et en fait, j'ai trouvé ça d'une justesse tellement forte. Très souvent, quand tu deviens mère, on te dit pas que il te faut un véritable village pour élever ton enfant. Quand je parle de village, c'est il te faut des gens qui t'écoutent, des gens qui t'accompagnent, des gens qui t'aident, une nounou, un pédiatre, un médecin, une copine, une fille, une autre copine pour échanger sur les problèmes de couleur de celle de ton enfant, une autre copine avec qui boire des coups pour décompresser, une copine qui t'amène au hammam, une autre qui te dit de voilà de pas dramatiser parce que ton fils a 18 mois ou ta fille a 18 mois et qu'elle marche pas encore. Bref, il te faut tout un village que tu avais avant de fait parce qu'on vivait, on n'avait pas tendance à déménager comme on le fait aujourd'hui. Voilà, la cellule familiale s'agrandissait. Aujourd'hui, les familles, la cellule familiale est de plus en plus refermée entre guillemets sur elle-même. En tout cas, elle ressemble plus au modèle de ce qu'on appelle la famille nucléaire plutôt que la famille élargie. Donc, tu as moins de tantes, de sœurs, de cousines, etc. qui t'aident. Donc ça a été un véritable constat qu'on a posé sur la maternité et la parentalité. Et c'est un constat que toi, tu es en train de poser sur le business aussi. Et je trouve ça tellement juste parce qu'en fait, de la même manière que pour élever un enfant, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'un village complet. C'est la même chose pour un business qui n'est rien d'autre qu'un autre enfant qui n'est pas fait de chair et de sang, en fait. Et c'est d'autant plus vrai pour les femmes qui entreprennent en solo, qui n'ont pas d'équipe, qui ont très peu de dispositifs d'accompagnement qui leur sont dédiés, quasiment pas en fait. Parce qu'effectivement, si tu n'entreprends pas en équipe ou sur des projets innovants, bah, en fait, tu rentres pas dans les cases. Et quand tu es mère, la parentalité fait que, notamment dans les premières années, tu vas t'isoler. Donc, c'est un double isolement.
Et si t'es pas capable de construire ce village autour de toi, de gens qui vont venir, tout à l'heure on parlait des prévisions financières, mais c'est le cas sur plein d'autres sujets, de créer ce village et cette team, effectivement, ça va être compliqué. Effectivement, quand tu me dis, bah, comment est-ce qu'on fait baisser le niveau d'anxiété? Un moyen magique de faire baisser l'anxiété, c'est d'avoir un village. C'est d'avoir des gens autour de soi qu'on peut appeler quand on a un problème. Moi, aujourd'hui, j'ai cette chance, mais que je mesure chaque jour, de pouvoir appeler quelqu'un à chaque fois que j'ai un blocage ou un problème. Et j'en ai comme n'importe qui. J'ai beau avoir dirigé plusieurs boîtes. Il y a des sujets, j'y arrive pas, ou il y a des sujets qui m'angoissent. Il y a des sujets, voilà. Et quand je sens que je bloque, eh ben, je regarde dans le village qui je vais pouvoir appeler pour demander un coup de main. Et j'ai comparé ça effectivement à ces moments où tu peux te sentir très seule après l'arrivée d'un enfant, parce que moi, je me suis sentie tellement, mais tellement seule après l'arrivée de mes deux filles pendant des semaines. Je me disais, mais comment c'est possible que la société nous laisse dans une solitude aussi comment on a pu en arriver là? Et je fais un parallèle effectivement assez évident avec ces entrepreneuses qui, et c'est encore plus le cas quand tu es famille monoparentale et que tu as seule à charge, tu vois, toute la famille. Et c'est ce qui revient d'ailleurs dans les témoignages des femmes qui ont postulé au programme, c'est je me sens hyper seule. Et moi qui n'avais pas du tout l'ambition et l'envie de créer une communauté ou un village, je me retrouve c'est extrêmement drôle. Je suis complètement dépassée par, je me retrouve à créer aujourd'hui cette communauté et ce village. Et Maison Mère, j'ai choisi un nom d'ailleurs, c'est pas juste moi. C'est moi parce que j'ai des expertises, j'ai des envies, mais c'est aussi plein d'experts qui m'accompagnent et que je peux appeler en cas de besoin, pour moi et pour mes clientes. Merci, Émilie, pour ce village que tu as créé. Alors, j'aimerais justement qu'on parle un peu plus de ce village et du programme mère que tu as créé et dans lequel tu m'as fait l'honneur de m'inviter sur la question de la négociation tarifaire et de la mise en place de tarifs à la juste valeur d'un business. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Est-ce que tu peux nous dire en quoi il consiste? Et est-ce que tu peux nous dire comment faire si on a envie d'en faire partie? Alors, peut-être pas dans cette session-là, parce que cette première édition est close, mais pour les prochaines, comment faire? Cette première session est close. Alors, cette session, comment elle s'est passée en quelques mots? On a lancé un appel à projet en mars qui s'est clôturé récemment. On a reçu presque 500 candidatures et on avait 20 places, donc 20 femmes qui sont accompagnées pendant 2 mois et qui vont disposer de 43 heures de masterclass. Tu fais partie des intervenantes. Et 7 heures de coaching individuel. On parle, c'est toujours les 3 piliers de Maison Mère qu'on intègre là dans le programme mère. C'est donc l'argent, la question de l'argent, donc les financements, les finances personnelles, les finances professionnelles. Ensuite, on parle de la vente, on en a parlé, c'est fondamental. On parle aussi organisation, vie perso, vie pro, charge mentale, tout ça. Et puis, j'ai ajouté un dernier pilier sur ce programme qui est la santé, qui est un pilier que j'aimerais bien développer dans les années à venir. Les participantes viennent de commencer, le kick-off, c'était ce matin. C'est pour ça que je suis un peu fatiguée là. Donc ça y est, on a démarré. Ça dure 2 mois. Prochaine édition prévue en octobre prochain. On espère pouvoir augmenter le nombre de places. Aujourd'hui, on est soutenu par 2 partenaires qui sont le ministère chargé de l'égalité femmes-hommes, qui sont la Banque Shine. On aimerait bien augmenter le nombre de partenaires pour l'année prochaine. On a également demandé des financements européens pour pouvoir emmener ce programme ailleurs, en Europe, notamment en Espagne et en Belgique. L'objectif vraiment, voilà, c'est de faire grandir ce programme dans les mois qui viennent. C'est formidable, Émilie. C'est vraiment formidable. C'est d'autant plus formidable que tu as une véritable ambition pour ce programme et pour les femmes qui font partie de ce programme-là. Et voilà, et tu adresses vraiment un véritable problème de société en réalité. Et en plus d'adresser ce problème de société, tu forces les pouvoirs publics à le regarder et à faire en sorte, voilà, de trouver des solutions. J'aimerais te poser une question qui fera peut-être un petit peu politique, Émilie, mais je peux pas me réfréner à te la poser. Pourquoi est-ce que tu penses que les pouvoirs publics mettent autant de temps, vraiment autant de temps, à s'apercevoir des réelles problématiques des femmes? Tu vois, par exemple, il y a un truc qui m'a vraiment marqué. Il y a quelques mois, le président Macron a parlé d'un réarmement démographique de la France. Comment tu peux demander à des femmes de porter et de mettre au monde plus d'enfants dans le monde dans lequel on vit, où c'est vraiment limite un acte d'égoïsme de mettre au monde un être humain, vu la merde que c'est. De deux,
alors que les femmes qui travaillent et qui n'ont pas d'autre choix que de travailler rencontrent des difficultés majeures à faire garder leurs enfants, que les femmes qui gardent les enfants sont payées à coups de lance-pierre, que tu n'as pas d'infrastructure ni de système de soutien ni de support pour les mères, pour les accompagner et faire en sorte qu'elles acceptent d'avoir plus d'enfants, sans les mettre dans la précarité, hein, bien sûr, parce que c'est avoir plus d'enfants qui courent les rues pieds nus parce qu'on peut plus travailler, c'est pas du tout l'idée. Et qu'en plus, tu vois, derrière, ils n'accompagnent pas les femmes à investir le monde économique pour apporter plus de richesses sans y laisser des plumes. Je ne comprends pas jusqu'ici. J'ai une réponse, hein. Pour moi, c'est le patriarcat, mais bon, c'est un peu une réponse un peu fourre-tout. Et je pense qu'on se doit aussi, voilà, d'alerter et d'avoir des réponses qui sont un peu plus précises. Pourquoi elles mettent autant de temps à répondre aux problématiques des femmes? Ça, pour moi, c'est un no-brainer. Je ne sais pas si tu as la réponse, mais je suis curieuse de te la poser, cette question. Alors, oui, bah, réponse numéro 1, le patriarcat. Réponse numéro 2. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la mère n'est pas une figure progressiste, si tu veux. La mère, c'est récupéré par des courants tradis, réactionnaires. Et en fait, cette figure de la mère, on la voit nulle part. Cette figure de la mère qui réclame ses droits. Alors là, je te parle plus effectivement des mères que des femmes. Mais je me suis posé la question parce que quand j'ai lancé ce programme, je me suis dit, mais c'est marrant, pourquoi on n'en parle pas plus en fait des mères? Parce que c'est un sacré sujet. On l'a dit tout à l'heure au début de ce podcast. Hem, En fait, les décrochages de salaire entre les femmes et les hommes, parce que c'est un sujet sur lequel on se bat toutes les 2. Bah, le décrochage, il se fait quand même principalement au moment, de l'arrivée du premier enfant. Les mères, c'est un sujet, mais c'est pas une figure, publique, une figure politique, la mère. On ne la voit pas et pourtant elle investit des champs de la politique notamment, et c'est à une échelle locale, tu vois? Les maires, ce sont par exemple ces femmes qui s'investissent dans, les conseils d'école, tu vois? Je me suis fait cette réflexion-là récemment. Je me suis dit: «Mais en fait, je ne vois que des mères dans les conseils d'école, dans les conseils de classe». Elles se battent en fait à cette échelle-là au niveau local pour, le droit des enfants, voilà, moi je me bats sur, des sujets, liés à l'alimentation, je me bats sur des sujets liés, à la prévention des violences, sexistes et sexuelles dans l'école, tu vois? Mais ça se voit pas, c'est invisible. Ces mères, effectivement, on ne les voit pas aujourd'hui et je me suis vraiment interrogée, je continue à m'interroger sur ce sujet. J'ai pas toutes les réponses, mais en fait, pour moi, une des envies que j'avais avec ce programme, tu vois, c'était justement de remettre la mère au centre et dire: «Bah, en fait, cette figure de la mère, on va en parler». Il y a pas de raison pour que la figure de la mère aujourd'hui en France soit uniquement récupérée par des courants, réactionnaires. Voilà, les mères doivent pouvoir se battre aujourd'hui pour leurs droits et le fait que ce programme fonctionne et que j'ai autant de retours, bah, je me rends compte que c'est la réponse à ce besoin de plus de visibilité dans l'espace public et pendant longtemps, féminisme, si tu veux et maternité, c'était pas simple. Pour nos mères, c'était pas un combat, en fait, la question des mères. Ça vient doucement, donc ça peut être aussi une des raisons. Je suis complètement d'accord avec toi, Émilie. C'est vrai qu'il y a finalement la réconciliation entre féminisme et maternité a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Je le compte même limite en années, j'ai envie de dire. Oui, Parce que même moi, je me souviens avoir eu des réflexions que j'ai jamais vocalisées, Dieu merci, sinon je m'en serais voulu. Mais c'est vrai que pendant longtemps, tu pensais que si tu étais féministe, en réalité, tu te désintéressais un peu du rôle de mère. C'était un peu soit l'un, soit l'autre. Et on opposait les femmes, tu vois, l'une à l'autre. Et finalement, c'était soit tu choisissais d'être la carriériste féministe qui est là pour reprendre sa place dans la société, soit tu acceptais l'ordre patriarcal en adoptant une vie rangée et en pondant des enfants. C'est vraiment ça, tu vois. Et finalement, tu te rends compte que notre génération à nous, on a décidé de ne pas faire ce choix-là et de dire, ben, on veut tout, finalement. On n'a pas encore tout, mais on veut tout et on essaye d'avoir, entre guillemets, tout. Et finalement, tu observes cette réconciliation-là entre les deux catégories de femmes. Mais c'est vrai que là où je te rejoins, c'est que la figure de la mère, elle n'est pas du tout, enfin, elle est préemptée par tous les mouvements réactionnaires. Quand tu penses à la mère, quand tu parles des mères, tu penses aux familles hyper tradies, bien aux sûr. courants réactionnaires, aux extrêmes des deux bords, etc., 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 plutôt d'un bord que de l'autre d'ailleurs. Donc le fait aussi de se réapproprier cette figure-là et de la réaligner avec la réalité de notre temps, c'était hyper nécessaire et courageux aussi de ta part. Alors je sais pas si c'est courageux. En fait, c'était tellement pour moi devenu une évidence qu'il y a pas de courage là-dedans.
En revanche, en le lançant, c'est là, en fait, c'est une fois lancé que, si tu veux, je me suis dit: «Ah ouais, en fait, ça résonne très fort parce qu'on n'en parle pas, en fait, des droits des mères». Voilà, la mère, tu l'associes pas au courant progressiste. Donc d'un seul coup, arriver en disant: «Bah, en fait, nous les mères, on a des droits et nous les mères entrepreneuses, on a des droits». Et donc dans un programme d'accompagnement, on va parler des violences économiques conjugales, on va parler d'autonomie financière, on va parler de tout un tas de sujets dont on n'a pas du tout l'habitude de parler. Ça fait un peu bizarre. Et je pense qu'aujourd'hui, cette parole, effectivement, elle est importante et elle est nécessaire. Et j'espère que ça pourra faire avancer les choses. Ouais. Je suis certaine qu'il va faire avancer les choses. Ça, j'ai aucun doute, rien qu'à voir, tu vois, quand tu vois que tu as fait un appel à candidature pour 20 places et tu as reçu 500 candidatures, enfin là, clairement, il y a un véritable sujet. Et c'est pas le sujet d'un microcosme parisien, tu vois. Bobo qui veut le beurre et l'argent du beurre et le sourire du crémier. C'est un véritable sujet de société en réalité. Oui, qui est en fait, je pense, tabou. Et rien que cette libération de la parole, tu sais, c'est comme pour l'argent. On dit il faut en parler. Bah là, c'est la même chose. Juste le fait d'être OK pour en parler. Parce qu'aujourd'hui, dans les dispositifs d'accompagnement qui existent, un, le sujet des femmes est quand même très rarement traité. Et deux, mais la question de la maternité, jamais. Donc les sessions d'accompagnement sont à des heures pas possibles, un peu comme les horaires de réunion en entreprise. Quand tu as des soucis parce que tu peux pas venir à tel ou tel lancement ou masterclass parce qu'en fait ton gamin est malade, tu n'oses pas en parler, enfin, à un moment donné, voilà. Et cette libération de la parole, juste le fait de pouvoir en parler, ça fait du bien. Il y a un autre truc aussi que j'ai beaucoup aimé et qui a fait que je t'ai beaucoup aimé aussi, c'est que tu as opéré cette équation magique que j'avais jamais vue jusqu'ici. Pourtant, Dieu sait que je parle depuis 10 ans de la question de l'argent. C'est que tu as accolé côte à côte le mot mère et le mot argent. Et pour moi, ça a été révolutionnaire et je vais te dire pourquoi. Parce que je me suis aperçue en te voyant faire que dans l'inconscient collectif, le mot qui était accolé à celui de mère, c'était celui de gratuit. On attend des mères qu'elles s'occupent gratuitement de leur foyer, qu'elles s'occupent gratuitement de leurs enfants, qu'elles s'occupent gratuitement de leurs parents, qu'elles soient accompagnantes gratuitement, que ce soit évidemment d'un parent, d'un frère, d'une sœur, etc. En fait, on attend des mères qu'elles s'occupent gratuitement de notre société à travers des associations ou des activités associatives. On attend des mères qu'elles s'occupent gratuitement de l'école et de l'état d'école à travers les associations parentales ou les associations aussi de garde d'enfants, etc. On attend des mères qu'elles aient un impact sur la société, qu'elles apportent de la valeur à la société gratuitement. Et toi, je peux le dire, tu es la première que j'ai vue à balayer ça d'un revers de main et à mettre le mot argent à côté de celui de mère. Et j'ai trouvé ça franchement fabuleux. Merci. Pourquoi j'ai mis le mot argent à côté du mot mère, même si c'est pas une question que tu m'as posée? Je réfléchis à ça. Parce que j'ai accouché de mon féminisme au moment où je suis devenue mère. C'est-à-dire, à ce moment-là, j'ai compris le coût d'être femme et donc d'être mère. Et cette question de l'argent est devenue centrale. Et en fait, c'est parce qu'il y a eu ce sujet d'argent que moi, j'ai commencé à m'interroger sur mes droits et que je me suis dit, je dois me battre pour ces droits, c'est nécessaire. Et d'ailleurs, ma relation à l'argent, aujourd'hui, elle a radicalement changé depuis que je suis mère. C'est clair. Ça a complètement transformé ma relation à l'argent et je pense que ça transforme la relation à l'argent de nombreuses femmes. Émilie, j'aimerais encore t'avoir longtemps pour parler de plusieurs choses, parce qu'il y a plein d'inepties dans notre société que vivent les mères qui sont absolument révoltantes. Je parle notamment aux femmes qui touchent 5 euros par jour d'allocation de congé maternité, aux femmes entrepreneurs qui touchent 5 euros par jour d'allocation de congé maternité. Je pense aussi à beaucoup d'avocates, de femmes en profession libérale, notamment les avocates, je pense à elles parce que c'est le métier dont je me rapproche le plus, qui sont virées, clairement, parce que on découvre leur maternité, qu'elles annoncent leur maternité plutôt. Je pense à toutes ces femmes, en fait, qui mettent un terme à leur boîte, qui marchait plutôt bien, parce qu'en fait, elles n'ont pas les moyens de se payer un congé maternité ou parce que leur congé maternité leur a coûté leur entreprise. Je parle à toutes ces femmes-là et je pense notamment à toutes ces femmes-là. Et c'est pourquoi, tu vois, alors je suis dithyrambique sur ton programme et sur ce que tu fais, Émilie, mais parce que je suis convaincue qu'il y a plein de sujets encore sur les femmes et l'argent et les femmes et la maternité et l'argent
qu'on n'a pas abordé, qu'il nous faudrait beaucoup plus qu'un épisode pour aborder. Ce qui me met le sourire aujourd'hui et ce qui me dit que j'ai encore foi en l'humanité, c'est quand je vois des initiatives comme la tienne, et c'est sincère, hein, vraiment, qui parlent aux vraies femmes en fait, pas juste à un petit microcosme de parisiennes bobo qui de toute façon font ça parce que c'est un hobby pour elles ou à des gens qui font ça pour la notoriété ou pour d'autres raisons obscures. Toi, tu fais vraiment ça pour les femmes et pour les mères, et pour les nobody en fait, les gens qui sont nobody et everybody en même temps pour nous toutes. En fait, je suis touchée, vraiment touchée par tes propos. Et comme j'ai été touchée aussi par les témoignages des femmes qui m'ont écrit après le lancement. Et je suis hyper heureuse que tu puisses venir intervenir dans ce programme parce que, en fait, ce que tu proposes aujourd'hui, à savoir aider les femmes à fixer leur prix, à négocier, c'est quelque chose que je vois. Je t'ai contacté là en te disant en coaching individuel, écoute, je me rends compte qu'en fait, elles en ont quasiment toutes besoin. C'est un besoin indispensable. Voilà. Donc, merci en tout cas d'en faire partie. Et oui, je pourrais discuter avec toi pendant des heures. Mais s'il y a peut-être une chose, parce que je sais qu'à un moment donné, on va devoir s'arrêter, mais il y a quelque chose qui me semble très important parce que c'est quelque chose que je constate chez toutes les femmes que je vois, que j'accompagne. Et là, dans la promotion, je le vois aussi. C'est que tu parlais du don. On a tendance, effectivement, parce qu'on a été conditionné, éduqué comme ça, à donner et à se mettre au service de. Donc, je me mets au service de ma famille et naturellement, je me mets au service de mon business. Et moi, j'ai envie de dire à toutes ces femmes, pensez à vous et essayez de mettre votre business à votre service. Remettez-vous au centre et pensez à un système au sein duquel vous êtes au cœur. Ça commence par, au lieu de se projeter sur ses objectifs d'entreprise, projetez-vous avec vos objectifs à vous. Qu'est-ce que vous voulez pour vous à 3 ans, à 5 ans? Au lieu d'imaginer la semaine idéale de votre boîte, pensez à votre semaine idéale à vous. Ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez plus faire. Je pourrais en parler des heures, donc je vais m'arrêter là. Mais ce sujet qui est comment est-ce que je me remets au cœur et j'essaie d'imaginer un système qui se met à mon service plutôt que moi me mettre au service des autres. Ça, c'est le plus grand des conseils que je puisse donner à toutes les femmes que j'accompagne ou que je vois qui sont en difficulté. Pensez à vous, mettez-vous au cœur. Vous êtes la toute première ressource de votre boîte. En vous mettant en permanence au service des autres, vous allez vous épuiser parce que la question de l'épuisement, on n'en a pas parlé, mais il est terrible, il est récurrent. C'est revenu dans toutes les candidatures, je voyais épuisement, épuisement. On n'a pas créé des boîtes pour s'épuiser, on a créé des boîtes pour profiter, pour prendre du plaisir, pour avoir plus de liberté, éventuellement plus d'argent. Donc en fait, pensez à vous mettre au cœur. Je peux que acquiescer à ce que tu dis, d'autant plus que je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue toutes les deux où je te parlais justement de cet épuisement et où tu m'as donné ce très bon conseil d'aller faire un hammam que je garde. Ouais. Et j'en profite aussi là, sur ce sujet pour saluer le travail de Laure Daudier, qui est la porte-parole du slowpreneuriat en France, que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup, qui sera une prochaine invitée du podcast, qui aide les femmes et les hommes, mais pas que les femmes, en tout cas les entrepreneurs et les entrepreneuses, voilà, à construire des business qui soient plus à l'écoute de leurs besoins à eux, plutôt que cette course effrénée vers la productivité, etc., etc. Émilie, ça a été un plaisir de te recevoir. Merci pour ton temps, merci pour cette énergie, merci pour ton action pour les mères. J'espère que les pouvoirs publics t'écouteront, m'écouteront et feront en sorte voilà, d'apporter un peu de ressources à ce sujet-là qui est absolument cardinal. Émilie, si on veut candidater au programme mère, si on veut un peu plus d'informations sur ce que tu fais, accès à l'asso ou à ton agence, comment on fait, comment on te trouve? Ok, vous pouvez aller me retrouver et échanger via LinkedIn sur mon profil, Émilie Friedli, tout simplement. Si vous voulez vous rendre sur le site de l'association pour avoir accès au prochain programme gratuit, c'est lesmaisonsmères.org. Si vous voulez aller voir ce que fait l'agence et les offres qu'elle propose, c'est maison-mère.co. Un grand merci, Émilie. Merci à toi surtout pour cette invitation. Merci beaucoup. Et puis, je pense que je te réinviterai pour avoir un peu ton feedback sur ce premier programme et voilà, les résultats, les conclusions que tu en as tirées, en tout cas les enseignements qu'on peut en tirer et qu'on pourra, j'espère, transmettre à d'autres femmes à travers ce podcast ou à travers autre chose. Merci beaucoup. À bientôt alors. À bientôt, Émilie, et bonne fête des mères à toutes. Bonne fête des mères! Si vous aimez le podcast Ma Juste Valeur, vous allez adorer notre programme et nos offres de coaching à la négociation de rémunération.
Grâce à la méthodologie unique et pratico-pratique de Ma Juste Valeur, vous allez apprendre enfin à vraiment gagner votre vie. Vous allez notamment apprendre comment découvrir votre juste salaire ou vos justes tarifs sur le marché du travail, à construire une stratégie de négociation alignée avec vos priorités de vie et vos objectifs de carrière. Et enfin, à formuler les bons arguments face à votre hiérarchie ou vos clients pour obtenir la rémunération que vous méritez. Si vous écoutez Ma Juste Valeur, c'est parce que vous êtes convaincu que votre travail mérite d'être reconnu financièrement. Alors laissez-moi vous aider à réaliser vos objectifs et rejoignez-moi dès aujourd'hui sur www.majustevaleur.com. Enfin, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à vos proches, vous abonner, le noter 5 étoiles et mettre un commentaire sympa sur la plateforme de streaming que vous préférez. N'oubliez pas, sharing is caring. Alors si vous pensez que ce podcast ou mon travail peut aider quelqu'un, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager.